Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue les vidéos sur les serveurs dédiés et je vais vous expliquer comment sécuriser son serveur. Donc en fait ça va être une série de 2 vidéos parce que c'est une étape assez importante et j'aimerais éviter que la vidéo dure 1h30. Donc dans la première vidéo en fait on va voir comment installer un firewall pour bloquer tous les ports qu'on n'utilise pas. Je vais vous expliquer aussi comment installer Fail to Ban. Donc en fait c'est un système qui permet de bannir automatiquement tous ceux qui essaient de se connecter à notre serveur plusieurs fois de reprise sans y parvenir. Donc en fait, ça permet de contrer les attaques brute force. Donc une attaque brute force, en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de se connecter sur un site ou sur un serveur en essayant tous les mots de passe possibles. Donc je vous laisse vous documenter là-dessus, c'est assez intéressant à lire. Je vais vous expliquer aussi comment installer un système qui permet de détecter les backdoors et comment installer un petit système qui permet de nous avertir par email chaque fois que quelqu'un se connecte en SSH. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment installer SUEXEC et SUPHP, qui sont en fait 2 modules pour Apache qui permettent d'augmenter sa sécurité. Donc en avant. Donc avant de commencer un peu à parler du firewall, je vais juste vous expliquer un peu le principe. Donc voilà, j'ai une petite image que j'ai récupérée sur le site du zéro en fait. Donc imaginez qu'à gauche, ici en fait, ça c'est mon serveur. Sur mon serveur, en fait, pour y accéder, j'ai plusieurs portes. Donc, il y a des numéros sous les portes. Et l'état d'une porte, en fait, c'est soit ouvert, soit fermé. Donc, une porte, en fait, ça correspondrait à un port. Et le but du firewall, ça va être de fermer les ports qu'on n'utilise pas et de laisser ouverts les ports qu'on utilise, mais tout en les surveillant d'assez près, pour éviter les failles de sécurité. Donc, voilà un peu le principe simplifié à l'extrême du firewall. C'est bloquer les ports qu'on n'utilise pas. Donc par défaut, les ports qu'on utilise, ils sont assez connus. Par exemple, le port 80, c'est pour les pages web avec Apache. Le port 21, c'est pour les serveurs de fichiers comme les FTP. Le port 22, normalement, c'est pour SSH, mais on l'a changé dans la première vidéo pour le remplacer par un port un peu plus compliqué à deviner, etc. Donc en fait, le but du firewall, ça va être de bloquer tous les ports qu'on n'utilise pas, de surveiller ceux qu'on utilise, et puis voilà, en fait, le but simplifié. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'au départ, on va bloquer tous les ports du serveur et on va faire une liste des ports qu'on autorise et on va petit à petit les débloquer. Comme ça, on est sûr on n'aura pas de problème. Donc c'est le principe de la liste blanche. On bloque tout et on autorise seulement ce qu'on connaît. Donc sur Linux ou les systèmes Unix en général, le firewall s'appelle iptable. Et je vais vous montrer une première commande qui est iptable-l qui permet de lister toutes les règles qu'on a créées pour le firewall. Donc là, vous remarquez qu'on a 3 lignes qui apparaissent, mais on n'a aucune règle. Donc juste je vais en profiter pour expliquer 2-3 petites choses. On a 3 types de chaînes, comme vous pouvez le remarquer ici. On a la chaîne de type input. Donc en fait, le input, ça veut dire tout le trafic qui rentre sur le serveur. On a la chaîne de type forward, ici. Donc le forward, c'est tout le trafic qui va être redirigé. Et on a le output, qui est en fait tout le trafic sortant du serveur. Donc en fait, c'est 3 catégories de trafic. Et nous, on va surtout s'intéresser au input et au output. Le forward, on va le bloquer, parce qu'on n'a pas besoin de l'utiliser, c'est pour des besoins plus spécifiques. Ici, vous remarquez que la politique, c'est d'accepter tout. Donc en fait, tout le trafic entrant, tout le trafic sortant, en fait, c'est accepté. Ça, c'est pas très bien, parce qu'en fait, si on reprend l'analogie des portes, ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes. Donc en fait, plein de personnes peuvent entrer sur le serveur à partir de plein de portes. Donc ça multiplie les possibilités d'attaque. Donc il faut diminuer ça en bloquant tout par défaut et en autorisant seulement ce que l'on veut. Donc voilà un peu pour les principes des 3 chaînes. Donc iptable, vous allez voir que c'est assez compliqué à s'en servir, mais une fois qu'on a fait quelques lignes, le reste vient tout seul, parce que ça se répète assez facilement en fait. Donc généralement, pour faire un firewall sur Linux, on va créer un fichier. Donc on va faire par exemple vi firewall. Donc c'est un fichier de shell, donc BASH. Donc quand on fait un fichier de shell, en fait, on doit préciser en première ligne le shell qu'on utilise ou le langage qu'on utilise. Donc ça s'appelle le shebang. Et là, par exemple, vous allez mettre dièse, point d'exclamation, /bin/sh.
parce qu'on va utiliser le SH. Et le principe de ce fichier, en fait, c'est que ça va exécuter ligne par ligne les commandes qu'il y a. Donc c'est comme si on mettrait une commande, en fait, c'est comme si on faisait une commande, sauf que c'est un groupé dans un fichier, c'est beaucoup plus simple de notre côté de gérer ça. Donc là, on va mettre toutes les lignes pour les firewalls. Donc les premières lignes qu'on va mettre déjà, c'est qu'on va vider toutes les règles qui sont existantes. Donc on repart de 0. Donc mise à 0. Donc on va tout effacer éventuellement ce qui a déjà été fait avant. Donc là normalement il n'y a rien parce que je vous ai montré avec iptable-l qu'il n'y avait rien du tout. Donc la commande c'est toujours iptable. On précise -t pour un filtre, donc -t filter. Et -F qui permet en fait de vider toutes les tables, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va également faire un iptable-t filter, donc ça ne change pas, c'est quasiment toujours pareil. Et on va mettre -E X pour vider toutes les règles personnelles. Donc là en fait on remet à 0 tout le firewall. Ensuite on va tout bloquer, donc on va tout interdire. Donc on va tout bloquer. Donc interdiction. Donc par défaut c'est une principe de liste blanche, donc on bloque tout, donc iptable-f filter -p, donc là on précise la type de chaîne en fait. Donc là ça va être input, donc tout le trafic entrant, et là on va préciser drop. Donc drop en fait ça veut dire qu'on l'ignore. Donc il y a soit drop, on ignore, soit accept, on accepte. Il y en a un autre qui est reject, si je dis pas de bêtises. Donc reject c'est un peu comme le drop, sauf que le reject ça va bloquer en fait. Donc le drop il est plus fort que le reject. Et là c'est pas F mais c'est T, pardon. Je fais toujours la confusion, donc c'est -T. Donc on précise un filtre, -P, cette fois-ci on va préciser le forward par exemple. Et on va le drop aussi, donc on va l'ignorer. Et on refait une ligne, on va rajouter un filtre. Cette fois-ci ça va être le output, et on va l'ignorer aussi. Donc à ce stade, si j'exécute mon fichier, on va avoir un problème, c'est que SSH il fonctionne sur le port 22 par défaut, ou sur un autre port si vous allez changer. Et en l'état actuel des choses, si j'exécute ce fichier-là, en fait, on va tout bloquer. Donc, par conséquent, SSH va être bloqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter pour vous montrer comment on se sort de ce problème-là, parce que c'est quelque chose qui va forcément arriver à un moment ou à un autre si vous commencez à bidouiller votre firewall. Si on passe tous par là, donc on se bloque avec SSH, c'est normal. Donc déjà, on a notre fichier firewall, mais il faut lui donner les droits d'exécution. Donc, si je fais un ls-l, ou un ll tout simplement, vous voyez que mon fichier ici, firewall, il lui manque les droits d'exécution, donc je ne pourrais pas l'exécuter. Donc on fait un chmod plus x, on va donner le droit d'exécution à firewall. Et maintenant, je vais pouvoir l'exécuter. Si j'exécute le fichier, vous voyez qu'ici, ça bug et en fait, je ne peux plus rien faire. C'est normal, parce que la politique, c'est de tout bloquer. Donc comment on règle ce problème, en fait? Il faut qu'on redémarre le serveur. Donc je vais ouvrir mon panel OVH, sauf là vous remarquez que je ne peux pas redémarrer en ligne de commande parce que je suis bloqué. Donc il faut demander chez OVH ou chez votre hébergeur ce qu'on appelle un hard reboot. Donc un hard reboot en fait c'est un technicien qui va venir sur votre serveur et qui va appuyer sur le bouton de reboot tout simplement. Donc là je me connecte sur mon panel OVH de l'autre côté de mon écran pour vous montrer les manips à faire. Je vais rouvrir Firefox de ce côté. Donc vous sélectionnez votre serveur dédié dans la liste des serveurs que vous possédez. Voilà. Donc je vais venir placer ici l'onglet. Vous allez, donc là vous choisissez votre serveur ici en haut. Vous allez choisir, vous allez dans Service. Et vous allez aller dans Rebooter, ici. Et vous allez demander un hard reboot. Donc par exemple, vous allez mettre que votre serveur n'est plus accessible et vous mettez un petit message genre SSH down, virgule iptable, de toute façon ils sont habitués à ça. Hein. Vous faites valider et vous patientez généralement entre 2 et 5 minutes, on va dire. Vous allez recevoir un email sur votre boîte email et votre serveur va être de nouveau accessible parce qu'en fait, en rebootant le serveur, la config que j'ai fait avec iptable ici, il va s'annuler en fait. Mais par contre, par la suite, on va activer la config par défaut à chaque démarrage du serveur. Donc avant d'activer ça, il faudra bien vérifier que notre fichier est bien correct.
parce que si on active le choix par défaut, en fait, enfin le choix de démarrage, c'est-à-dire que notre fichier est exécuté à chaque démarrage du serveur, si on fait ça et que notre fichier est pas bon, même le hard reboot ne pourra rien faire parce que ça va quand même rester. Donc voilà, le serveur est de nouveau accessible. Donc je vais me connecter sur mon compte et repasser en mode administrateur, hein, comme d'habitude. Donc, je passe au mode admin. Je peux faire un petit iftable-l pour vous montrer que ça a bien été, comment dire, reseté, donc remis à 0. Donc, pour enlever les règles, on redémarre le serveur, hein, sauf par la suite où on va le mettre dans... Enfin, s'arranger pour que ça soit activé par défaut à chaque démarrage de l'ordi. Donc là, je vais faire un clear, je vais rouvrir mon fichier firewall, et on va continuer l'édition du fichier. Donc là, c'était pour vous montrer comment on récupère la main sur le serveur si on fait des bêtises avec Iptable, ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre. Donc ensuite, on va mettre 2 lignes pour ne pas casser les connexions déjà établies. Donc je vais mettre un petit message, ne pas casser les connexions établies, voilà. Ce que vous pouvez mettre aussi dans votre fichier, c'est des petits messages avec des échos. Comme ça, quand vous allez l'exécuter, ça va afficher les différentes étapes. Donc là, par exemple, écho, je sais pas, mise à 0. Enfin, les accents, je suis pas sûr qu'ils apprécient tellement, mais là, par exemple, écho, interdiction. Des petits messages au fur et à mesure, comme ça, quand vous allez exécuter le fichier, en fait, dans votre ligne de commande, ça va afficher les petits messages, différentes étapes. Donc là, on ajoute 2 lignes pour pas casser les connexions établies. Donc c'est iftable-a cette fois-ci. Donc là, -a input, -m state. Donc -state, related, established. Donc en fait, ça c'est pour éviter, si on a déjà établi une connexion, en fait, ça va pas la casser. Par contre, il faudra juste que je fasse gaffe à l'orthographe. Et -j accept. Donc si vous voulez connaître un peu les différents arguments que j'utilise, là, vous faites man iptable et vous avez le manuel de iptable qui vous expliquera un peu à quoi ça correspond. De toute manière, dans l'article, je ferai sûrement un mini tuto sur iptable pour vous montrer un peu comment on s'en sert, parce que c'est quelque chose pas spécialement compliqué pour les choses basiques, mais si on veut affiner les règles, ça peut devenir assez vite compliqué. Donc voilà, ça devrait être bon. Ensuite, on va autoriser ce qu'on appelle le loopback. Donc le loopback, c'est en fait l'adresse 127.0.0.1, donc autrement dit le serveur lui-même. Donc on autorise le loopback. Donc loop c'est la boucle et back c'est en arrière quoi. Donc iftable-t filter, toujours à peu près pareil, hein, -a input, et cette fois-ci on précise notre paramètre, c'est -ilo, donc LO pour loopback, et -j accept. Donc là, comme j'ai dit, on bloque tout au départ et on autorise au fur et à mesure. J'ai fait une faute à iptable, donc -t, filter-a, cette fois-ci on va autoriser le output. Et cette fois-ci l'argument c'est -o, faites attention, c'est pas -i. Et -j accepte. Donc -j c'est la décision que l'on prend. Vous pouvez mettre un écho back. Voilà. Ensuite on va utiliser le ping. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer 2-3 petits exemples comme ça pour vous expliquer un peu comment on s'en sert. Et ensuite je collerai le fichier de config que j'ai déjà fait, parce que ça va prendre un peu trop de temps sinon. Hein. Donc le ping c'est le protocole ICMP. Donc c'est iftable-t filter comme d'hab, -a input-p. Donc pour préciser le protocole c'est ICMP, qui est un protocole de gestion d'erreurs là-bas si je dis pas de bêtises. Oh non, pire d'accord, faites une recherche sur Wikipédia. -g par contre il est en minuscule, -j. Faites attention aux majuscules minuscules, sur les paramètres, ça a de l'importance. Hein. On dit que le shell est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il est sensible aux lettres en majuscules et en minuscules.
Donc cette fois-ci, on précise le output. ICMP et -j accept. Donc là, vous mettez par exemple un petit message ping OK. Ensuite, chose importante, on va utiliser le SSH. Donc le SSH, il y a deux règles à taper. Donc le SSH entrant et le SSH sortant. Donc n'oubliez pas que normalement, si vous avez suivi mon tuto, vous devriez avoir changé le numéro de port. Sinon, le port par défaut, c'est le port 22. Voilà, donc vous mettez un petit commentaire pour que ça soit bien. Donc toujours pareil, iftable-t filter, une fois qu'on a compris la règle, -a input, -p, donc le protocole pour SSH c'est TCP, -dport, donc c'est le port de destination. Donc là, chez moi, c'est pas 2242, c'est 1337, et -j accept. Donc par défaut, sur SSH, le port c'est 22 normalement, mais comme je le dis, normalement vous avez changé ça pour des raisons de sécurité dans la première vidéo. On autorise le output aussi, donc c'est toujours pareil, -p, tcp, -dport, donc destination port, et on autorise. Donc normalement, si j'exécute le fichier tel qu'il est, je devrais pouvoir me reconnecter en SSH. On peut tester, hein, vite fait. Donc via firewall, oui, normalement j'aurais pu me connecter. Mise à 0. Donc apparemment non, il faut que je finisse mon fichier peut-être. Ah si, c'est bon. Donc là c'est bon, j'ai de nouveau la main. Impeccable. Donc déjà, au niveau des SSH, ça a l'air d'être bon. Bon, le fichier avait l'air de bugger, mais non, il fallait juste attendre, j'étais impatient. Voilà, donc là vous pouvez mettre un petit écho, par exemple, SSH OK. Et ensuite, là, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais copier-coller tout le reste. Donc on a encore, par exemple, les DNS, qui sont sous le port 53, sur le protocole TCP UDP. On a HTTP, donc Apache, sur le port 80, ou sur le port 443 sur HTTPS. On a le FTP activé sur le port 21, et on a plein d'autres choses. Donc après, je vais activer des choses qu'on n'a pas encore vues, par exemple Webmin, Monit, qui sera l'objet de prochaines vidéos, mais ça sera déjà fait pour le moment. Hein. Donc là, je vais copier-coller ma config, mais vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Tout ce qui change, en fait, c'est soit le protocole qui est ici, soit le numéro de port. Donc vous allez voir, c'est assez répétitif comme truc. Donc voilà, donc là, j'ai activé SSH, c'est bon. ICMP, c'est bon. Donc ICMP, c'est le ping. SSH, c'est bon. DNS, port 53 en protocole TCP UDP. Donc le protocole UDP, généralement, on l'utilise pour les jeux vidéo, parce que c'est un protocole qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas fiable. On a MTP, voilà, HTTP pour serveur web, donc le in et le out. On a le FTP sur le port 21 et le port 20 aussi, parce que le FTP utilise le port 21 et le 20. Donc le port 20, c'est pour envoyer les commandes, si je ne dis pas de bêtises, le 21, c'est pour les fichiers. Le mail sur le port 25, sur le port 110, voilà. Donc là, je vous fournirai le fichier de toute manière. Donc Monit sur le port 10 000, ça va être pour la prochaine vidéo, je pense. Et Webmin, pareil, Monit, Webmin, en fait, ça va être du monitoring. Donc j'enregistre. J'exécute mon fichier. Donc avant d'exécuter le fichier, moi j'ai fait un petit fichier, un petit script qui s'appelle iptable-flush, qui permet de réinitialiser iptable. Donc je vais juste vous le montrer 5 minutes, parce que j'ai remarqué qu'en fait, lorsque iptable n'est pas remis bien 0 comme il faut, ben, il a tendance à bugger, donc c'est pas très bien. Donc j'ai fait ce petit fichier que je vous fournirai éventuellement. Hein. Ça remet bien iptable bien 0 comme il faut. Donc iptable flush. Voilà, si je fais un iptable-l, vous allez voir que j'ai plus de trucs. Voilà. Si j'exécute mon fichier firewall ici, c'est bon, ça fonctionne. Et si je refais un iptable-l, vous allez voir qu'ici on a des règles cette fois-ci. Donc vous allez voir que la politique déjà par défaut c'est de tout lâcher, de tout ignorer.
Donc une chose que j'ai pas précisé, c'est que l'ordre des commandes est important, hein. C'est assez... Enfin, pour moi, c'est assez clair, c'est évident, parce que si l'ordre n'était pas important, en fait le fichier va le lire de haut en bas, enfin ça va s'exécuter de haut en bas. Donc on met tout à 0, on interdit tout, et ensuite on autorise. Donc c'est pour ça l'ordre est important. Par exemple, si on autorise d'abord et qu'on bloque après, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, le firewall est prêt. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller copier ce fichier dans /etc/init.d. Donc cd firewall dans /etc/init.d. Pas cd, cp, pardon, pour copie. Et ce que je vous propose d'en faire, en fait, c'est d'activer ça par défaut à chaque démarrage de l'ordinateur avec la commande update-rc.d. Vous mettez firewall et vous mettez default. Donc là, vous avez un petit message d'erreur, en fait. C'est que notre fichier BASH, il doit avoir une forme assez particulière. Donc juste l'exécuter pour vous montrer comment enlever cette erreur, qui est plus un warning qu'autre chose, hein, c'est pas très important. C'est en fait ici, il faut mettre une petite en-tête. Une petite en-tête que j'ai récupérée sur internet, hein. Pour être tout à fait honnête, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça précise des informations. Donc vous mettez le même code que moi. Non, default avec un S, voilà pourquoi ça marchait pas. Un default avec un S, excusez-moi. Mais ça fait quand même une erreur dans les fichiers log si vous mettez pas l'en-tête que j'ai mis, hein. Donc voilà, donc au niveau du firewall, là je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. On a activé tout ce qu'il fallait. Maintenant on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle fail2ban. Donc on va l'installer, donc apt-get install fail2ban. Donc voilà, fail2ban est installé. Donc ces fichiers de config en fait sont situés dans /etc/fail2ban, hein, comme d'habitude. Si je fais un ls, on a différents fichiers de configuration. Donc on a un fichier fail2ban.conf. On va juste modifier ce fichier au début éventuellement. Quoique par défaut il me semble qu'il est bon. On a le j.conf qui contient toutes les règles. Enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Et on a un dossier filter.d qui contient tous les filtres. Donc on va juste aller faire un tour dans fail2ban.conf. Voilà, donc là vous avez par exemple le log level qui permet en fait d'avoir plus ou moins d'informations sur les fichiers log. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Hop, on désactive. Maintenant je vais aller dans le jail.conf qui est un peu plus intéressant, qui contient en fait toutes les règles. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de copier ce fichier jail.conf et de faire une sauvegarde et de le mettre en fichier .conf.local. Et on va modifier ce fichier .local là, ici. Donc on va les modifier, donc jail.conf.local. Voilà. Et en fait ici on a toutes les règles. Donc par exemple, on a ignore IP. Donc si vous avez une IP fixe avec votre hébergeur, je sais que Free propose une IP fixe, pardon. Donc vous pouvez mettre votre IP ici, ça vous évitera de vous auto-bannir, ce qui arrive aussi. Vous avez le ban time à 600 secondes qui correspond à 10 minutes. Donc en fait c'est le ban time, donc le temps que quelqu'un va être banni. Vous avez le max retry en fait qui correspond en fait au nombre d'essais maximum que peut avoir quelqu'un, et ces paramètres peuvent être définis ensuite dans les règles. Vous avez le destination mail ici, qui correspond en fait, si vous activez les alertes, ça va envoyer un mail. Donc là je vais mettre mon adresse email à moi. Donc chaque fois que quelqu'un va être banni, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un email. Moi, je vous le déconseille parce que vous allez recevoir plein d'emails sinon. Donc voilà, protocole TCP, donc on laisse par défaut. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus loin, dans les jails ici. Donc on a SSH qui est activé. Le port, c'est le port 22 des SSH. Ici. Je me demande s'il ne faudrait pas le repréciser en mettant le port qu'on a nous. Comme ceci, pour être bien sûr. Le filtre, c'est SSHD,
qui est situé dans le dossier filter.d que je vous ai montré tout à l'heure. Et on autorise 6 connexions foireuses. Je vais le descendre à 3. Comme ça, au bout de 3 essais, ça banne 10 minutes. On a le filtre PAM générique, donc nous on l'utilise pas. Si vous avez suivi mon tuto sur le postfix. SSH DDoS, on va l'activer. Donc on va mettre true. Je vais mettre le port 1337. HTTP serveur, on va l'activer. Donc ça c'est pour Apache. Donc vous mettez true. Et le port c'est HTTP et HTTPS, donc 80 et 443. Max retry 6, voilà, on laisse. SSH multiport, on l'active aussi. Donc en fait, on a quasiment tout activé. SSH no script, on active. SSH overflow, on active. Et on va même rajouter des règles qu'on va créer nous-mêmes. Donc machin FTPD, ça on l'a pas installé. Nous, ce qu'on a, c'est Pro FTPD ici. On l'active aussi. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un va essayer de se connecter à notre FTP un certain nombre de fois, ça va le bannir. Pareil pour Apache et pour SSH. Les mail serveurs, si on essaie de hacker nos mail serveurs, on active. Donc pour postfix, courrier SMTP, je vais l'activer aussi. Il me semble que j'ai installé. Courrier OS, on va l'activer aussi, donc à faire. Voilà, donc SA, SL, je crois, on l'a pas activé, on l'a pas installé. Les DNS serveurs, on va pas l'activer parce que c'est assez compliqué. Donc non, ça, on va laisser. Donc voilà, donc en fait, dans le fichier gel.conf.local, on va préciser tout ce qu'on souhaite activer. Et dans le dossier ici, on a tous les filtres. Donc en fait, les filtres, ça correspond à une regex, donc une expression régulière qui va vérifier les fichiers log en fait. Et s'il détecte une intrusion une détection d'intrusion ou ce genre de choses, il va bannir automatiquement l'adresse IP avec iptable. Donc il va générer dynamiquement des règles iptable pour bannir ceux qui essaient de se connecter à notre serveur. Donc là, je peux vous montrer un fichier pour vous montrer rapidement, par exemple le SSHD. Donc via sshd.conf. Quoique c'est peut-être pas le plus simple à vous montrer. Donc c'est quasiment toujours pareil. On a une regex qui est assez embêtante à créer, mais généralement elles sont créées par défaut. Qui va en fait vérifier les fichiers log. Donc nous on va rajouter peut-être éventuellement des listes en fait dans le... On va rajouter des éléments dans le jail.conf.local. Surtout pour Apache. Par exemple, on va faire un filtre qui va nous permettre de bannir tous les pages d'erreur 404. Donc, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver les pages d'administration au pif. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a pas mal de gens en fait qui essaient de chercher sur le site internet, par exemple, les pages /admin ou ce genre de choses. Et à chaque fois, ils ont une page 404 ou /administration, /admin, monit, si j'ai installé monit, ou ce genre de choses. À chaque fois, en fait, ça génère une page 404. Et nous, on va les bannir avec un filtre qu'on va créer. Donc, par contre, ce filtre, il a des défauts. Si votre site, il est mal fait ou il manque une image, par exemple, sur votre site, ça va générer une page 404 et ça va bannir tout le monde. Donc ça, c'est l'inconvénient du filtre. C'est que si votre site il a des erreurs dessus, ça va bannir tout le monde. Donc faites attention. Si vous êtes sûr et certain que votre site n'a pas d'erreur, vous pouvez l'activer. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'activer ce filtre et de bannir tout le monde sur mon site parce qu'en fait, j'avais par exemple une image qui manquait. Donc le filtre, c'est Apache 404. Donc enable. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Donc on va le mettre à true. Le port, ça va être le port HTTP, éventuellement HTTPS. Bon non, on va laisser sur HTTP. De toute façon, je n'utilise pas HTTPS de toute manière. Filter. Le filtre, on va l'appeler Apache-404. Un fichier qu'on va créer dans le filter.d tout à l'heure. Log pass, donc on va préciser le chemin du log. Donc là, c'est /var/
log slash apache étoile slash error étoile.log. Donc l'étoile c'est un joker. Et le max retry, on va le mettre à 10 pour autoriser 10 erreurs 404. Voilà, je vais en profiter pour activer deux autres filtres. Un Apache admin. Voilà, donc enabled. On va le mettre à true également. Quoique l'Apache admin, je me demande si c'était pas un truc par défaut. Non, parce qu'en fait, c'est des fichiers que j'ai récupérés sur un site internet, sur un tutoriel. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était surtout le 404 et un autre qui est un filtre anti-Woodfoot. Donc Woodfoot, c'est un logiciel qui permet de scanner des serveurs à la recherche de files. Donc on précise le port, toujours, port égale HTTP, si vous avez laissé par défaut. Ensuite, on a le filtre, donc filtre, on va l'appeler apache-admin, donc c'est des filtres qu'on va créer juste après. On a le logpath, donc le fichier log qui est égal à /var /log /apache étoile /error étoile.log. Donc je vous montrerai ce log à quoi il ressemble pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et le max retry, ça va être, on va le mettre à 6. Et le dernier filtre qu'on va créer, que je vais copier-coller cette fois-ci, parce que ça va éviter de nous faire perdre du temps, qui est un filtre anti-scanner, en fait, parce qu'il existe des logiciels en fait, qui scannent les serveurs à la recherche de files. Et du coup, le max retry c'est 1, parce qu'on est quasiment sûr que c'est un logiciel de piratage. On enregistre ce fichier, on va les placer dans le dossier filter.d, et on va aller créer cette fois-ci les fichiers pour par exemple l'erreur 404. Donc on va faire vi apache-404 et je vous propose de coller la même chose que moi. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais le fichier en fait il est assez compréhensible. En gros, on va rechercher dans le fichier log ici s'il n'y a pas une ligne qui correspond à field does not exist, donc en fait une erreur 404. Et on va bannir les IP qui ont 10 fois une erreur 404. Ce qui est assez suspect en fait. On enregistre. On a également le Apache admin à copier-coller. Donc l'Apache admin c'est un peu pareil, vous allez voir que c'est assez simple. Apache-admin. Donc vous collez la même chose que moi. C'est des fichiers que j'ai récupérés sur internet, mais ils sont assez simples à comprendre. Ce qui est en fait assez embêtant à faire, enfin vous pouvez créer vos propres filtres comme ça, mais ce qui est assez embêtant dans ce genre de filtre en fait c'est de créer la regex qu'il y a ici. Quoique vous remarquez qu'ici elle est assez compréhensible encore. Donc le Apache admin c'est pas certain que vous ayez à l'utiliser, mais je le mets pour vous montrer. Mais moi personnellement je l'utilise pas. Et voilà, donc là je vais créer un fichier, c'était le Apache Woodfoot si je dis pas de bêtises. Woodfoot, j'ai oublié comment ça s'écrivait. Ça doit être comme ça, je vérifierai dans mon fichier juste après. Et vous collez la même chose que moi. Donc ça va bannir tous les scanners qui permettent de rechercher des failles sur le serveur dédié. Donc on va leur compliquer la tâche aux pirates. Je vais remonter en arrière juste pour vérifier que j'ai bien nommé mon fichier Woodfoot ici. Et on en aura fini pour fail to ban. Donc là, Apache Woodfoot, apparemment je n'ai pas fait de faute. Et voilà, donc du coup, /etc init.d fail to ban, on va le restart, on va déjà voir s'il n'y a pas d'erreur. Je vais faire un statut pour voir si c'est bien lancé, parce que j'ai un petit doute là. Donc is running, c'est bon. Comment je pourrais vous montrer les erreurs? Donc déjà on va faire un tour dans le fichier log d'Apache pour vous montrer qu'est-ce que recherche fail to ban. /log /apache, voilà, laisse, et c'est le 4. Je vais faire un tail-f de error.log. Voilà, donc là ici vous remarquez que tout à l'heure quand j'ai fait des essais, vous remarquez qu'ici ça
met des erreurs. Et si je veux faire en direct un essai, ça va s'actualiser en direct. Donc ici, vous surveillez la console et je vais... Ah mince, j'ai pas mis pour mes plans, c'est pas grave. Donc vous surveillez la console, une ligne va apparaître. Ici, je vais générer une page 404. Et vous voyez qu'ici, une ligne apparaît. Et donc fail to ban va être à la recherche de ça. Et il va bannir tous ceux qui tentent de se connecter, enfin tous ceux qui font plus de 10 fois la même erreur qu'en fait. Ensuite, je voulais installer aussi un petit logiciel qui va nous permettre de voir en fait les fichiers qui ont été modifiés. Et ça nous permet en fait de détecter les backdoors. Donc apt-get install rcounter comme ceci et vous l'installez. Donc voilà, rcounter est installé. Maintenant, on va juste aller dans les fichiers log, donc slash, donc cd slash etc slash default cette fois-ci, c'est pas tout à fait pareil. Slash rcounter. Non, rcounter c'est le nom du fichier. Et voilà. Donc vous avez report email pour éventuellement recevoir des emails. Donc là c'est un route. Et vous avez le cron daily run alias. Donc en fait ça va exécuter tous les jours. Donc là c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc rcounter est installé. Et un petit bonus pour être prévenu par email chaque fois que quelqu'un se connecte, par exemple en SSH. Donc on va aller dans cd slash home slash Alexis, qui est le nom utilisateur que j'utilise pour me connecter en SSH. On va aller modifier son fichier .bshrc. Où le fichier a l'air bien compliqué. Bon, le fichier est un peu bizarre. C'est pas grave, on va juste rajouter une petite ligne. J'ai peut-être un doute que le fichier me paraît bien compliqué là. Ok, c'est pas BSH, non, c'est l'air d'être ça. Bon, habituellement, elles sont pas comme ça les fichiers BSH. Enfin, du moins, celui-là du route, il est pas comme ça normalement. Il est un peu plus simple. Donc là, on va mettre par exemple email et vous allez copier la ligne que je vais vous montrer. Par exemple, non, je vais juste vous l'expliquer. Donc on va mettre echo. Par exemple, access shell root. Voilà. Vous pouvez concaténer ça avec des petites lignes de commande. Donc là, par exemple, pour ajouter un bout, pour savoir qui c'est. Suivi peut-être d'une date éventuellement, ouais. On va juste mettre une date, voilà. Comme ça, on aura des petites infos supplémentaires. Et on va faire un mail. Donc le mail, ça va être à partir du hostname. Comme ceci. En sujet, on va mettre shell root. Voilà, shell root, tout simplement. Et on va préciser l'adresse email. Donc là, je vais mettre mon adresse à moi. J'espère que ça marche, par contre. Ok. Donc juste pour tester si ça marche, je vais juste copier la ligne et l'exécuter. Voilà. Et après, je me déconnecterai et j'essaierai de voir. Donc, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? C'est l'un des bon. Donc, je me déconnecte, exit, exit. Voilà. Et je me reconnecte pour voir si je reçois un email, justement. Voilà. Je vais aller sur ma boîte email Gmail pour voir si je n'ai pas, si j'ai bien reçu un email. Donc voilà, je place mon onglet Gmail ici et vous remarquez que j'ai bien reçu un email ici. Donc l'email, le contenu n'est pas très important. Tout ce qui compte en fait, c'est que si vous soyez averti si quelqu'un se connecte en SSH. C'est une bonne mesure de sécurité. Donc voilà. Donc voilà, le tutoriel est terminé pour le moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment sur les tables qui peut être assez compliqué au début. Au passage, je vous conseille un petit tutoriel sur le site du zéro.
du cours Linux, si je dis pas de bêtises, ici. Donc si vous souhaitez vraiment apprendre Ictable, vous avez le tutoriel. Il doit être vers la fin, parce que c'est un tutoriel qui est assez compliqué. Voilà, qui est analyser le réseau. Et vous avez par exemple l'explication des commandes netstat qui est assez intéressante, la commande host aussi. Et vous avez la commande ifconfig, bon ça c'est pas... On n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Netstat c'est assez intéressant, je vous conseille de voir ça. Mais surtout le iptable, voilà, où j'ai récupéré l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez le iptable, vous avez qui vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc le prochain tutoriel, on verra comment installer deux modules pour Apache qui en fait sous exec et sous PHP, qui permettent d'augmenter la sécurité de nos scripts. Parce qu'en fait, les scripts sont exécutés par défaut en tant qu'utilisateur Apache, qui est www-data. Donc si un script se fait avoir, enfin si un script est piraté, celui-là qui pirate a des droits assez importants. Et sous exec et sous PHP permettent d'exécuter ces scripts en tant que l'utilisateur qui possède ces scripts. Et par conséquent, les droits sont limités. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo avec l'article, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et sur Twitter. Parlant de Facebook, je vous recommande d'aller rejoindre la page. On est déjà plus de 340, c'est pas mal. Donc rejoignez la page, je diffuse des infos de temps en temps. Et si vous avez des questions, ça peut être un bon endroit pour avoir des réponses assez rapidement. Donc voilà, amusez-vous bien avec vos serveurs et je vous souhaite bonne chance.